Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler des immunothérapies ciblées au cours de la granulomatose avec polyangéite et au cours de la polyangéite microscopique, dans le cadre du DIU immunothérapie ciblée des maladies inflammatoires et auto-immunes. Je suis Xavier Puéchal, je travaille au centre de référence des maladies systémiques à l'hôpital Cochin à Paris. Alors, on parle de quoi? On parle de granulomatose avec polyangéite et de polyangéite microscopique, qui sont des vascularites qui prédominent sur les petits vaisseaux sans dépôt humain et qui sont très souvent associés aux anticorps anticytoplasme des polynucléaires. La granulomatose avec polyangéite se caractérise par une vascularite avec un granulome et la présence d'encas de fluorescence cytoplasmique dans l'immense majorité des cas dirigés contre la protéinase 3. Tandis que la polyangite microscopique n'a pas de granulome, n'a pas d'asthme et a des encas dans plus de 2/3 des cas qui sont alors dirigés le plus souvent contre la myéloperoxydase. Le traitement des vascularites associées aux encas associe un traitement d'induction qui permet d'obtenir une rémission complète dans plus de 80% des cas. Et une fois que cette rémission est obtenue, on passe à un traitement d'entretien dont le but est de prévenir les rechutes qui sont particulièrement fréquentes au cours de ces vascularites. Pour traiter un patient atteint de polyangéite microscopique, on est obligé de regarder s'il a ou non des facteurs de sévérité, comme par exemple ceux reflétés dans le Five Factor Score, qui sont affichés sur cette diapositive. Quand le patient n'a aucun facteur de mauvais pronostic, il a une survie qui est bonne et le traitement comporte une corticothérapie en induction et également une faible corticothérapie en traitement d'entretien qu'on arrête avant 2 ans. Par contre, en deuxième intention, chez des patients qui sont réfractaires ou qui sont en rechute, à ce moment-là, ce n'est plus la corticothérapie seule, mais on envisage un immunosuppresseur conventionnel ou le rituximab ou l'inclusion du patient dans un essai thérapeutique. Quand le patient a une polyangite microscopique avec au moins un facteur de sévérité, à ce moment-là, ou bien quand il a systématiquement une granulomatose avec polyangite, dans ces deux cas-là, on associe à la corticothérapie un immunosuppresseur qui est soit le cyclophosphamide, soit le rituximab. Tout patient atteint de granulomatose avec polyangite doit avoir un immunosuppresseur en traitement d'induction en plus de la corticothérapie. Le traitement d'entretien comporte une corticothérapie à faible dose et le rituximab qui a révolutionné le traitement d'entretien chez ces patients. Donc, commençons par le traitement d'induction chez ces malades-là et notamment chez ceux qui ont une polyangite microscopique avec facteur de mauvais pronostic, où le rituximab s'est positionné comme un équivalent du cyclophosphamide en traitement d'induction. Depuis la réalisation de 2 essais prospectifs contrôlés, publiés dans le New England Journal of Medicine, notamment l'étude Princeps américaine, qui a inclus des patients avec une granulomatose avec polyangéite ou bien avec une polyangéite microscopique sévère. Tous les patients ont reçu des bolus de méthylprénisolone et tous ont reçu une corticothérapie initialement à 1 mg kg. Un bras traitement conventionnel était traité par le cyclophosphamide perros à l'américaine, avec un relais en traitement d'entretien par l'azatioprine pendant 12 à 15 mois. Et le bras expérimental comportait, en plus de la corticothérapie, le rituximab administré sous forme de perfusion hebdomadaire de 375 mg par mètre carré. À l'issue de ce traitement d'induction, il n'y avait aucun traitement d'entretien. Le critère principal d'efficacité était le taux de patients mis en rémission complète, défini par un BIVAS nul, et chez lesquels on ait pu arrêter la corticothérapie. Vous voyez que 64% des patients étaient en rémission sans corticoïdes dans le bras rituximab et 53% dans le bras cyclophosphamide, validant ainsi le critère de non-infériorité, mais pas celui de supériorité. Par contre, les patients étaient stratifiés pour savoir à l'inclusion s'ils avaient une maladie nouvellement diagnostiquée ou s'ils étaient en rechute. Et chez les patients en rechute, le rituximab mettait davantage de patients en rémission que dans le bras cyclophosphamide, la différence étant significative.
Quand on regarde les résultats à 18 mois, du pourcentage de patients qui restent en rémission complète sans corticoïdes, eh bien, vous voyez qu'on a un taux globalement faible dans les deux bras de pourcentage de patients en rémission complète, ce qui veut dire que le taux de rechute est élevé, mais il est comparable entre les deux groupes. Je vous rappelle, un groupe a reçu du rituximab pendant 1 mois, puis rien d'autre après, et un groupe a reçu du cyclophosphamide et de l'azatioprine après en traitement d'entretien. Voici les courbes de probabilité de rester en rémission complète, et vous voyez que c'est la même chose chez les patients qui sont traités par rituximab ou par cyclophosphamide suivis d'un traitement d'entretien par azatioprine. Et j'attire votre attention sur le fait que beaucoup de malades atteints de PR3 ont rechuté, et beaucoup plus que les malades qui avaient des anticorps anti-MPO. Une fois que cette rémission est obtenue, on relaye alors par un traitement d'entretien pour prévenir les rechutes. Et le traitement qui s'est imposé comme étant maintenant le gold standard du traitement d'entretien, c'est le rituximab administré en perfusion tous les 6 mois pendant 18 mois depuis la publication de cette étude du groupe français d'études des vascularites, l'étude MENRIT-100, qui a inclus des patients qui avaient soit une granulomatose avec polyangéite, soit une polyangéite microscopique avec facteur de mauvais pronostic, chez des patients qui avaient une maladie nouvellement diagnostiquée ou en rechute. Ils ont tous reçu des bolus de méthylprednisolone initialement et une corticothérapie administrée selon le PNDS avec une posologie de 10 mg par jour atteinte à 6 mois. Ils ont tous reçu du cyclophosphamide en traitement d'induction, et une fois qu'ils ont été mis en rémission, ils ont été randomisés pour recevoir soit 5 perfusions de rituximab en 18 mois, une perfusion à J1, à J14, puis une perfusion tous les 6 mois de 500 mg, soit de l'azatioprine avec un arrêt au bout du 22e mois. Le critère principal était le taux de rechute majeur au 28e mois. Voilà les résultats, et vous voyez immédiatement que dans le bras traité par azatioprine en traitement d'entretien, il y a eu davantage de rechutes sur cette courbe de survie sans rechute majeure. Et vous voyez que la différence est très significative avec un hasard ratio à 6. Quand on suit ces patients pendant 5 ans, après l'arrêt de leur traitement d'entretien, eh bien, on se rend compte que la différence entre les deux bras persiste dans le temps. Là, vous voyez qu'elle persiste jusqu'à 5 ans après. Mais vous voyez également que les patients qui ont eu du rituximab en traitement d'entretien, 2 ans après l'arrêt du rituximab, vont présenter un certain nombre de rechutes, ce qui pose le problème de la question de la durée d'entretien du rituximab chez ces patients sur lequel on va revenir. On s'est aussi posé la question de savoir si on ne pouvait pas administrer le rituximab uniquement. Voici les critères, voici les taux de survie sans rechute en fonction du taux des ANCA. Quand il n'y a pas d'ANCA PR3 chez ces malades-là, vous voyez qu'il y a un faible taux de rechute. Quand il y a un taux d'ANCA positif anti-PR3 chez ces malades qui le sont encore au 12e mois, vous voyez que ces malades rechutent énormément. Et quand les ANCA anti-PR3 se sont négativés, vous voyez que le taux de rechute est intermédiaire. Dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, cette étude des 112 premiers malades du service avec une granulomatose avec polyangéite ont été traités tous par rituximab en traitement d'entretien. Vous voyez les flèches ici pendant 18 mois, et vous voyez que le taux de survie sans rechute est de 85% à 2 ans et 82% à 3 ans, avec peu d'effets indésirables sérieux et un taux d'infection sérieuse qui est inférieur à 5 pour 100 patients année. Donc une excellente tolérance de ce traitement, même dans la vraie vie, chez des malades qui sont plus comorbides que ceux des essais thérapeutiques. On s'est posé la question de savoir si on pouvait administrer le rituximab uniquement quand on avait des signes éventuellement précurseurs ou annonciateurs d'une éventuelle rechute, comme une repopulation B ou une ascension significative des ANCA. Et on a randomisé les patients pour recevoir un traitement par rituximab semestriel selon le protocole MENRIT-100 ou bien des perfusions réalisées tous les 3 mois s'il y avait une repopulation B ou une ascension significative du taux des anticorps. Et vous voyez que la survie sans rechute est comparable entre les deux bras, mais attention, il y a un petit avantage avec un peu plus de rechute chez les patients traités de façon selon le taux d'ANCA et la repopulation B par rapport aux patients qui ont eu des perfusions systématiques, même si la différence n'est pas significative.
La durée du traitement d'entretien est une question majeure et pour ce faire, nous avons de nouveau randomisé des patients qui avaient une granulomatose avec polyangite ou une polyangite microscopique sévère. Une fois mise en rémission et réalisation de perfusion de rituximab pour recevoir 18 mois de plus, c'est-à-dire un traitement pendant 2 ans de rituximab, car il y a un effet rémanent d'au moins 6 mois, ou de placebo. Donc finalement, on a comparé des patients qui avaient eu un traitement pendant 2 ans de rituximab plus 2 ans de rituximab, ça fait 4 ans de rituximab, versus pendant 2 ans de rituximab. Et voilà les résultats exprimés sous forme de survie sans rechute. Et là, dans le bras où on a poursuivi en rouge les perfusions de rituximab, vous voyez que seulement 4% des patients vont rechuter lorsqu'on prolonge ce traitement d'entretien pendant 4 ans, versus 26% des patients qui vont rechuter quand on interrompt au bout de 2 ans le traitement d'entretien. Et la différence était surtout significative chez les patients qui avaient des ANCA dirigés contre la protéine AS3. Ce qui fait qu'à l'issue de cette étude, on a recommandé que les patients qui avaient des ANCA anti-PR3 ou qui étaient en rechute reçoivent 4 ans de traitement d'entretien, c'est les malades qui sont le plus à risque de rechute, ou les malades qui avaient des ANCA anti-MPO sans avoir rechuté ou qui n'avaient pas d'ANCA puissent être traités uniquement par 2 ans de traitement d'entretien. Voilà ce que ça donne si on met un traitement en haut par le cyclophosphamide en traitement d'induction. Le message important, c'est que la première perfusion de rituximab doit être débutée 3 à 4 semaines après la dernière perfusion de cyclophosphamide. Et en bas, vous avez le schéma d'induction et d'entretien par le rituximab. Et le message important, c'est qu'il ne faut pas laisser plus de 6 mois entre la première perfusion de rituximab d'induction et la première perfusion de rituximab d'entretien, c'est 4 à 6 mois. Le premier rituximab d'entretien doit être réalisé 4 à 6 mois après la première perfusion de rituximab d'induction. Si on résume la place du rituximab dans la granulomatose avec polyangite et la polyangite microscopique sévère, le rituximab en traitement d'induction a une autorisation de mise sur le marché européenne et américaine, car il n'est pas moins efficace que le cyclophosphamide avec une tolérance identique. Par contre, il est plus efficace que le cyclophosphamide en cas de rechute et surtout son énorme intérêt, c'est qu'il évite la toxicité cumulative du cyclophosphamide et également dans la préservation de la fertilité, notamment chez la femme de plus de 30 ans. Un autre avantage du rituximab est lorsque vous avez traité un malade par le cyclophosphamide et que vous n'avez pas eu l'effet thérapeutique escompté, vous rattrapez les choses si vous reprenez à ce moment-là un traitement d'induction par le rituximab. En ce qui concerne la prévention des rechutes, le rituximab en traitement d'entretien a également eu une autorisation de mise sur le marché américaine et européenne, car il est plus efficace que le traitement immunosuppresseur conventionnel en divisant par 6 la probabilité de rechute majeure au 28e mois, ce qui fait que le rituximab en traitement d'entretien est devenu le traitement maintenant de référence. Et on recommande de traiter les malades qui sont en KPR3 ou qui sont en rechute par 4 ans de traitement d'entretien, et les autres, c'est-à-dire ceux qui sont en cas anti-MPO sans avoir rechuté ou qui n'ont pas d'en-cas, par 2 ans de traitement d'entretien. Pour terminer, quelle est la place des échanges plasmatiques dans le traitement des vascularites associées aux ANCA? Il a été un petit peu mieux établi depuis la réalisation et la publication d'une étude l'année dernière dans le New England Journal of Medicine qui a évalué les échanges plasmatiques et les corticoïdes chez des patients qui avaient une vascularite associée aux ANCA particulièrement sévère. Les malades avaient un traitement d'induction par cyclophosphamide ou rituximab, comme le souhaitait l'investigateur, et ils étaient randomisés pour avoir soit des échanges plasmatiques, soit pas d'échanges plasmatiques, avec après une deuxième randomisation pour recevoir une dose standard ou réduite de corticoïdes. L'objectif de cette étude était de démontrer la supériorité des échanges plasmatiques en adjonction aux corticoïdes et au traitement d'induction conventionnel sur un critère composite qui était composé de la mortalité ou du passage en insuffisance rénale terminale. Pour être inclus, les malades devaient avoir une granulomatose avec polyangite ou une polyangite microscopique, ils devaient avoir des ANCA en immunoessai et ils devaient avoir soit une atteinte rénale, soit une hémorragie alvéolaire liée à la vascularite. Et ça a été un petit peu la déception parce que vous voyez ici représenter la probabilité de décès ou d'insuffisance rénale terminale au cours du temps.
en rouge chez les malades qui ont eu des échanges plasmatiques, en bleu chez les malades qui n'ont pas eu d'échanges plasmatiques. Et vous voyez que les courbes sont globalement similaires et de toute façon non significatives, ce qui fait qu'au cours des vascularites sévères associées aux ANCA, les échanges plasmatiques ne diminuent pas la probabilité de décès ou d'insuffisance rénale terminale. Alors, quand on regarde les données de façon un petit peu plus approfondie, on s'aperçoit que dans le groupe des patients qui avaient une hémorragie alvéolaire, vous voyez que l'hazard ratio en faveur des échanges plasmatiques est quand même à 0,64 et 0,67, bien que ça ne soit pas significatif, ce qui explique l'étude a conclu que les échanges plasmatiques n'avaient pas réduit le critère composite de décès ou d'insuffisance rénale terminale, et du coup, on fait beaucoup moins d'échanges plasmatiques qu'avant, mais ça explique que le Conseil scientifique du groupe français d'études des vascularites s'est prononcé pour reconnaître, comme tout le monde, que effectivement l'utilisation des échanges plasmatiques devait maintenant être réduite depuis cette étude, mais qu'on pouvait néanmoins pas exclure leur intérêt au cas par cas chez certains patients, notamment ceux qui ont une hémorragie alvéolaire et notamment une hémorragie alvéolaire sévère, ou bien les patients qui sont en aggravation persistante de leur fonction rénale malgré un traitement conventionnel bien conduit, puisque les malades dans cette étude recevaient les échanges plasmatiques d'emblée. Et là, on parle des malades qui s'aggraveraient secondairement, qu'on pourrait éventuellement, ou en tout cas, ça n'a pas été évalué, la place des échanges plasmatiques dans ce groupe de patients n'a jamais été évaluée de façon rigoureuse. Et enfin, quand vous n'avez pas encore le résultat des anticorps antimembrane basale glomérulaire, dans le doute, vous pouvez débuter des échanges plasmatiques en attendant le résultat, car les échanges plasmatiques représentent le traitement de base de cette vascularite. Et une fois que vous recevez la négativité de ces anticorps, à ce moment-là, vous pouvez très bien suspendre la réalisation des échanges plasmatiques. Je vous remercie pour votre attention.